pas mal d'essais comme ça, pas mal de jeunes actrices qui ont très très bien, très réussi après, mais qui n'étaient vraiment pas douées pour le sans dialogue. Tu peux donner des noms ou pas? Non, c'est dommage. Même Dommage, non? Même sous la torture. Non, non. En revanche, très rapidement, j'ai rencontré Cécile. Et Cécile venait de faire un court-métrage de genre qui était pas mal du tout. Et elle était absolument fabuleuse. C'était une histoire autour d'une voiture et un tueur qui rentrait dans une voiture et elle qui se cachait autour de la voiture. Donc il y avait une sorte de cache-cache comme ça. C'était vraiment bien, bien foutu. Et c'était évident qu'elle avait le personnage en elle. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, Cécile de France, ça ne valait pas grand-chose pour les chaînes de télé, pour les partenaires. Et à chaque fois qu'on allait voir des gens, on me disait qui. Et ça ne marchait pas. Donc. Et puis un jour, Cécile me dit, écoute, il se trouve que j'ai fait 3 films en même temps. Ils vont les 3 sortir en même temps aussi, là au mois de juin. Je devrais attendre un petit peu parce que peut-être que les choses vont changer. Et en effet, il y avait L'Auberge espagnole, Irène et A plus Pollux qui sont sortis en même temps et qui l'ont fait exister. Donc les mêmes personnes qui avant me disaient qui étaient formidable, génial. Donc, évidemment, ça a aidé. Donc non, mais c'est aussi intéressant de se dire que les gens qu'on rencontre quand on fait un film, et qui sont les partenaires financiers, et qui vont investir dans votre projet, ils ont évidemment une actualité qui est l'actualité d'aujourd'hui. Ils ne se projettent pas. C'est-à-dire que ce n'est pas leur travail de se dire telle personne va avoir tel film qui va sortir dans 6 mois, mais c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête, parce qu'évidemment, les gens qui sont pour eux bankable le jour où vous les rencontrez ne sont pas nécessairement ceux qui vous permettront de faire le film dans 6 mois ou dans un an. Et il faut parfois vraiment rester sur ses choix et des fois attendre, parce que peut-être que, évidemment, la donne peut changer et vous pouvez avoir raison et vous retrouver avec le casting qu'il faut. Et en effet, Cécile était absolument fabuleuse. Maïwenn, ça a été un choix qui est venu après Cécile, parce qu'une fois que j'avais Cécile, je voulais choisir cet autre personnage avec elle. Et donc, on est allé voir un soir le spectacle, le one-man show que Maïwenn jouait à l'époque. Et c'était évident, il y avait cette énergie, ce contraste avec Cécile. Et le couple était là. Est-ce que Didier Barbelivien a vu le film? Oui, il nous a même donné la chanson, je crois, gratuitement. C'était une question que je m'étais posée en voyant le film pour la première fois. Je me suis dit, est-ce qu'il sait que sa chanson va être utilisée dans un tel contrepoint? Est-ce qu'il va justement capter l'humour? Non, il a été formidable là-dessus, parce qu'il nous fallait cette chanson un petit peu ironique, ultra kitsch. Et il a vraiment joué le jeu, il nous l'a donné, alors qu'on avait essayé... qui est-ce qui chante sa mère? J'ai encore rêvé d'elle. Aidez-moi en termes de variété française. J'ai encore rêvé d'elle. Il était une fois, oui, bravo, très bonne culture, variété française. On va parler d'Il était une fois ce soir. Fabuleux. Et donc voilà, donc c'était. Non, on a essayé aussi. Non, mais on avait essayé plein de chansons assez marrantes. Mais bon, toutes les filles que j'ai aimées avant, c'était parfait pour le film. Et Philippe Naon, tu l'avais repéré chez Gaspard Noé avant. Ouais. Exactement. Bah oui, c'était la grosse claque du cinéma de genre, ou à la limite du genre à l'époque. C'était évidemment Seul contre tous. Et Naon qui était monumental, donc c'était une évidence pour le personnage. Est-ce que, pour commencer à poser des questions avant de se lancer sur la colline des yeux, est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir justement peut-être sur Haute Tension? Tout le monde l'a vu en salle, Haute Tension, ici? Qui l'a vu en salle, le film? Qui l'a vu en DVD? Qui l'a pas vu? Alors là, c'est là, il faut sortir. Aucune question, sinon j'embraye directement sur la colline. Si, juste ici, juste devant. Bonjour. J'ai entendu parler d'une petite rumeur, enfin je ne sais pas si c'est vrai, mais apparemment Luc Besson a modifié la fin de Haute Tension. Est-ce que c'est vrai? Et quelle est la vraie fin? Alors, oui, c'est vrai. La fin avec le twist. Désolé, je vais complètement. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui voulaient le voir, ça ne peut rien ce que je peux raconter. Trop tard. Voilà.
Le fait, comment dire, le twist final était finalement une scène de fin dans le scénario original, c'est-à-dire que tout le film, c'était elle qui aidait son ami à se sortir des griffes de ce tueur qui avait massacré la famille. Et la dernière scène, c'était une scène où on revenait dans la chambre d'hôpital, où on a porté la vidéo de contrôle de la station-service, et on découvrait que tout ce que vous avez raconté, toute l'histoire qu'avait racontée Cécile de France, était évidemment un énorme crack, et qu'en réalité, c'était elle qui avait tué le pompiste et qui était responsable de tout ce qui s'était passé pendant cette nuit-là. Et cette fin a beaucoup plu à Luc, si bien qu'il m'a demandé, juste avant de rentrer dans l'histoire, il m'a dit, je veux vraiment, sinon je ne fais pas le film, ça ne m'intéresse pas, je veux vraiment que cette fin soit développée sur la dernière bobine, presque sur le dernier acte, c'est-à-dire sur les 30 dernières minutes du film, au lieu d'être les 5 dernières minutes. Et évidemment, c'était une bonne idée parce que ça donnait, comment dire, une autre dimension sur cette fin-là, mais ça posait des gros problèmes de logique. On a résolu d'une certaine manière, mais pas complètement. C'est vrai que quand on regarde le film aujourd'hui, il y a un problème de point de vue. On se dit mais comment c'est possible si c'est pas elle qui raconte et c'est ce qu'on voit. Bon, bref. Donc il y a voilà, mais c'était le petit sacrifice à faire pour que le film existe. Excusez-moi, j'ai pas de voix, elle est complètement cassée. En fait, c'était pas une question. Je veux juste vous remercier parce que Haute Tension, c'était le premier film d'horreur que j'ai vu en ma vie. Donc voilà. Merci. Oui, je vous assure. Et donc j'ai tout découvert après. Et la plupart des films qui vous ont inspiré, genre Ma sœur tronçonneuse, etc. Je les trouve franchement en dessous de votre film, même si je... Ah non, je vous assure, il y a le côté culte, il y a le côté tout ça, mais je vous assure, votre film est vraiment encore au-dessus de certains canons du genre, enfin... Merci beaucoup. Je vous assure, donc merci, parce que grâce à vous, je joue au pif, et tout ça. On va embrayer sur la colline, si tu veux bien, sans transition, mais c'était très gentil. Est-ce que La colline des yeux, le film original de Wes Craven, c'était ton Craven préféré d'ailleurs? Oh, loin de là. Loin de là, et je pense que si Wes m'avait proposé directement La dernière maison sur la gauche, je pense que je lui aurais dit, mais pourquoi? C'est tellement bien, pourquoi refaire La dernière maison sur la gauche? Non, c'était pas du tout mon préféré. Au contraire, je pense que c'est un film, dès la première vision avec Greg, on s'est rendu compte que c'était assez faible dans le jeu des acteurs, dans la mise en scène. C'était très loin finalement de La dernière maison sur la gauche ou des Griffes de la nuit ou de tout un autre pan du cinéma de Wes Craven, mais qui avait quand même une très bonne idée, une très bonne histoire, vraiment une base qui était vachement intéressante. Et je l'ai senti dans ce premier rendez-vous avec Wes Craven quand il nous a dit est-ce que vous connaissez La colline des yeux? Bon, évidemment, c'était très peu de sa part, mais c'était une évidence. Est-ce que ça vous intéresse de réfléchir à comment le refaire aujourd'hui? J'ai senti à ce moment-là qu'il n'était pas, comment dire, c'était pas le discours de quelqu'un qui était absolument fan ou heureux ou satisfait de son premier film. Et qui voyait finalement l'idée de refaire La colline des yeux comme une opportunité de faire quelque chose éventuellement de mieux ou de différent, en tout cas qui serait peut-être plus proche de la réalité de ce qu'il voulait faire au départ. Et quand on est revenu vers lui quelques jours plus tard avec cette idée des tests nucléaires qui ont lieu dans le désert et des répercussions de toutes ces retombées radioactives sur ces familles qui sont restées cachées au lieu d'évacuer la zone, il a tout de suite adoré. Et donc voilà, l'histoire est arrivée assez vite et finalement on est parti écrire assez rapidement. Mais c'est vrai que j'ai, par rapport au remake, c'est vrai que quand on regarde ma filmographie, il y a pas mal de titres qui apparaissent comme des remakes, mais qui n'en sont pas, parce qu'en réalité, moi je pense que, à part Maniac et La colline des yeux, le reste n'est pas vraiment... Piranha n'est pas un remake du tout du film de Joe Dante. C'est le même titre, mais ça n'a rien à voir. Mirror, c'est très différent du film coréen.
Mais bon, Maniac est un vrai remake, et La Colline des Yeux est un vrai remake aussi. C'est vrai que c'est des films qui, j'ai l'impression qu'ils pouvaient se permettre d'avoir une nouvelle version. C'est vrai que j'ai reçu tous les remakes possibles et inimaginables, tous les scénarios de tous les plus grands classiques à refaire. Et à chaque fois que j'ai cette même réaction, c'est mais pourquoi il faudrait refaire ce film-là? C'est absolument formidable, ça marche très bien. Pourquoi aller le saccager? Et c'est vrai qu'il y a certains films qui permettent cet exercice, qui permettent de pouvoir apporter quelque chose de différent. Et La Colline des Yeux, pour moi, est un film qui pouvait, comment dire, accepter, qui pouvait coexister à côté d'une nouvelle version. En termes de structure et de défi de mise en scène, c'était clairement le plus gros film pour vous deux à l'époque. Comment ça s'est passé sur le tournage? Ça a l'air d'être un film qui a été particulièrement dur justement à mettre en boîte. J'imagine les températures, tout ça, etc. Vous avez tourné au Maroc, c'est ça, hein? Ça, on a tourné au Maroc. Alors, tout le processus a été très très long. Et on a eu très peur pendant très longtemps d'avoir fait le mauvais choix. Il s'est avéré être le bon choix. Alors, il n'y a vraiment aucun doute là-dessus au bout du compte. Mais c'est vrai qu'on arrive avec Haute Tension. Et à ce moment-là, le film est vraiment vraiment aimé aux États-Unis. Et on commence à recevoir énormément de propositions pour moi pour réaliser, pour Greg pour produire. D'autres films qui sont déjà écrits, qui sont prêts à partir. Il y a à l'époque un film avec Sam Raimi qui s'appelait comment dire, Messenger, dont le script était beaucoup mieux au départ, le film à l'arrivée. Il y avait House of Wax. Il y en a eu plusieurs comme ça. Et nous, on est resté fidèle à notre idée il faut qu'on écrive notre premier film en anglais. Il faut qu'on occupe le terrain au maximum et pour garder un peu de contrôle artistique, le plus possible, qu'on reste maître de notre film. Et donc on est resté sur La Colline des Yeux. Et La Colline des Yeux a mis beaucoup de temps. Il a fallu quasiment 2 ans entre la première conversation et le tournage, avec plein vraiment une préparation en temps de scie, où on a perdu notre studio. C'était les frères Weinstein qui devaient financer le film, ils se sont retirés au dernier moment. On a cru pendant un moment que le film ne se ferait plus. Ça faisait 1 an et quelques qu'on écrivait, donc c'était un peu embêtant. Et puis Fox est rentré dans l'histoire et la Fox a financé le film. On est parti, le tournage devait se faire au printemps, ce qui est assez logique quand on tourne dans le désert. Et finalement, on s'est retrouvé à tourner pendant l'été, ce qui n'est pas logique du tout, avec une chaleur qui était au-delà de 45 degrés tous les jours, tout le temps, 42 jours de tournage, beaucoup de maquillage qui font au soleil, des enfants, Les animaux. des animaux, alors, beaucoup de problèmes avec les animaux, mais ça c'est toute une autre histoire. Et puis, bon, le film se termine, on est très heureux. Ah, après, oui, quand même. Des petits aléas avec aussi Wes Craven, parce que Wes Craven produit le film, il ne vient pas sur le tournage parce qu'il a une productrice qui est là pour ça. Donc beaucoup d'échanges et des accords assez importants sur le script. On en parlait aujourd'hui et on en a reparlé. Je crois qu'on en a déjà parlé même ensemble. Il y a, on n'est pas d'accord sur tous les éléments et surtout sur le côté, le sous-texte politique et le côté un peu critique des États-Unis. Donc, Wes pense que. Lui, il voulait pas ça en fait. Non, Wes pense que c'est vraiment un truc de Français ou d'Européens et que les Américains ne vont pas comprendre et qu'on est là pour faire peur et qu'on n'est pas là du tout pour jouer avec le drapeau américain ou l'hymne national. Bref. Donc, c'était pas gagné. Finalement, j'ai réussi à maintenir le scénario tel qu'il était. Et ces conversations-là se sont poursuivies au montage. Wes avait l'impression qu'on s'était trompé de film. On était parti dans quelque chose qui n'était pas du tout le film qu'il fallait faire. Et les premières projections test nous ont fait complètement changer d'avis parce qu'il s'est rendu compte que le public réagissait extrêmement bien. Les premières réactions, c'était genre Wes Craven est de retour, le meilleur film de Wes Craven. Bref, il y avait plein de choses comme ça qui l'ont encouragé. Il s'est rendu compte qu'il s'est un peu ouvert à notre idée. Et puis, sur la fin du montage, il nous a vraiment protégés. C'est-à-dire, c'est lui qui avait le final cut. Et il nous a donné ce final cut-là pour que le film soit exactement celui qu'on voulait au bout du compte. C'est
grâce à ce film-là, tu as pu obtenir la confiance de la Fox, j'imagine, et ensuite pouvoir faire Mirrors avec eux, c'est ça, hein? Oui, alors, c'est un moment assez particulier que je comprends maintenant, que je n'ai pas compris du tout à l'époque. Alors, quand on fait un film aux États-Unis, alors il y a plusieurs étapes. Il y a le côté nouveauté. Alors, ça, c'est le côté haute tension. C'est-à-dire qu'on est la petite nouveauté qui vient d'arriver, dont tout le monde parle. Donc, ça, c'est cool et tout ça. Donc, ça permet de faire un film. Donc, ça, c'était La colline des yeux. Et puis, alors, le premier succès au box-office américain, alors là, c'est plus la nouveauté, c'est le réel du moment. Et là, c'est l'occasion où, normalement, on te propose n'importe quel film, y compris en dehors du genre, y compris des énormes films. Et tu as l'impression que, bon, bah, c'est pas vraiment, c'est pas grave, ça reviendra. Et finalement, ça ne reviendra pas. Moi, ça ne reviendra pas, c'est pas ça que je veux dire. C'est-à-dire que c'est un moment clé où tout d'un coup, c'est vraiment un phénomène de mode, hein, où tous les studios vont se dire, ah non, mais lui, il faut lui mettre. Il faut lui donner un film de super-héros, c'est là où tu rencontres Marvel, c'est là où tu rencontres tout ça. Et puis, nous, on a choisi de continuer notre chemin sur ce qu'on voulait vraiment faire et pas sur les projets des autres. Et on est parti donc faire Mirrors. Comment ça s'est passé, notamment avec c'était la première fois que vous aviez une grosse star au générique, Kiefer Sutherland. Enfin, vous aviez eu des acteurs connus précédemment, mais là, en tout cas, une vraie tête d'affiche. Est-ce que ça a influé justement sur le tournage, sur le montage, sur ta façon aussi de diriger un comédien? Moi, j'avais vraiment envie du Kiefer de l'expérience interdite. C'est-à-dire un Kiefer Sutherland qui était beaucoup plus, comment dire, avec un jeu qui était beaucoup plus large. Aujourd'hui, je peux le dire, je pense que ça s'est très très bien passé entre nous, hein. Il n'y a eu aucun problème, il a été formidable, il a soutenu le film. Mais à ce moment de sa carrière, il était complètement Jack Bauerisé, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il était vraiment rentré tellement dans son personnage de Jack Bauer qu'il était très difficile pour lui de revenir à d'autres types de jeux, d'autres émotions, de se montrer plus vulnérable, de s'ouvrir plus. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu mon combat pendant le tournage, de le pousser. Et il y a des moments où on a réussi comme ça à avoir un petit peu, mais c'est vrai que ce Kiefer-là n'était plus le même. On parlait avec La colline des yeux justement de la difficulté à tourner dans le désert sous des températures absolument insupportables, mais tous les metteurs en scène s'accordent à dire qu'il n'y a rien de plus difficile que de tourner sur l'eau. Est-ce que tu as vérifié ça avec Piranha, justement? Ah oui, alors là, en fait, à chaque film, je me suis dit, non mais ça ne pourra jamais être pire que ça. Et en fait, systématiquement, ça s'est confirmé, en tout cas pendant cette période-là. Donc là, on était, en effet, pour Piranha, on s'est retrouvé à tourner dans le désert. Alors toujours, il ne faut jamais tourner dans le désert l'été parce que ça n'a aucun sens. Et pourtant, nous avons tourné l'été dans le désert pour la deuxième fois, même après avoir averti tout le monde, avoir dit il faut qu'on soit prêt au printemps parce qu'il va faire 50 degrés en Arizona pendant l'été, et on y était. Et là, en plus de ça, on était sur l'eau. Alors là, l'eau, le désert, la chaleur, la 3D, c'était les enfants, les piranhas, ça a été... Alors, quand on regarde le film, on a l'impression qu'on s'est bien amusé. Alors oui, on s'est bien amusé. Oui, il y a eu des moments assez sympathiques. Il y a eu beaucoup de fêtes. L'avantage d'être sur un lac, c'est que quand il fait chaud, on peut se baigner. Donc, c'était vraiment un tournage en maillot de bain. Donc, ça, pour le coup, c'était assez cool. La partie moins cool, c'est qu'on était en permanence sur une sorte de barge qui devait faire la taille de la scène, avec 50 mecs dessus en maillot de bain. Toute la journée, voilà. Mais bon, voilà, c'était un tournage difficile, il y a eu plein de problèmes, évidemment mécaniques. L'eau, c'est impossible de savoir la manière dont une barque va partir à la dérive, ou de calculer un petit peu le temps qu'on mette en place un plan, tout a changé, le décor. Enfin, c'était super compliqué, ça a été vraiment un tournage difficile, mais j'imagine que c'est comme toute naissance, c'est-à-dire que même dans la douleur, on oublie vite et on a envie de repartir. La température, la chaleur et les frères Weinstein. Oui, alors en fait, le tournage avec les Weinstein, il était plutôt super cool. Il n'y a pas eu de problème, ils n'étaient pas là sur le tournage. On avait un super budget, on avait les meilleurs techniciens possibles. On avait vraiment tout ce qu'il fallait pour faire le bon film.
C'est vraiment sur la post-production qu'on a eu des gros problèmes parce que c'était un film qui était en 3D, qui ne pouvait pas être tourné en vrai 3D, même si c'était le cas au départ, on devait le faire parce que la vraie 3D sur l'eau ne marche pas. Une question de l'œil droit et l'œil gauche qui doivent avoir exactement la même lumière et la réflexion sur l'eau fait une lumière qui est de toute façon différente. Donc il fallait faire de la conversion. C'était vraiment le début de la conversion en 3D. C'était aussi des piranhas et 400 plans de piranhas complètement en CG. Et c'est vrai qu'on a eu des gros problèmes derrière avec des compagnies qui n'étaient pas du tout à la hauteur de ce qu'on voulait. Et que ça a été un grand combat où j'ai à un moment donné même pensé à retirer mon nom du film parce qu'on était au mois de juin, le film sortait au mois d'août et il n'y avait pas un plan en 3D et pas un piranha dans le film. Donc c'était une bonne raison de commencer à vraiment m'inquiéter. On a un timing très serré et Ernst est censé se lancer dans quelques minutes, mais j'ai cependant une dernière question. Je voulais savoir quel conseil tu donnerais à un jeune metteur en scène qui veut écrire et réaliser du genre aujourd'hui. C'est une question qui est compliquée. J'ai pas envie d'être trop pessimiste ou négatif. C'est extrêmement difficile de faire du cinéma de genre en France pour plein de raisons. La première, c'est que l'essentiel du financement des films français se fait à travers les préachats de télévision. Et ces préachats-là, sous-entendu prime time, c'est-à-dire pas d'interdiction moins de 12 ans, pas d'interdiction moins de 16 ans, ce qui est compliqué quand on parle de cinéma de genre. Et puis derrière, évidemment, il y a une sorte de phénomène que j'explique pas trop. Pourquoi le public français n'encourage pas ou n'est pas là pour le cinéma de genre quand c'est en français. C'est un mystère, je ne sais pas si toi tu as une explication à ça. Je ne comprends pas pourquoi des films comme À l'intérieur ou Martyr n'arrivent pas à trouver le public malgré de très bonnes critiques, malgré pourquoi à chaque fois on est dans du 60 000 entrées à 100 000 entrées, ce qui n'est pas assez pour faire vivre un film. Il n'y a plus de DVD, donc ça ne peut plus fonctionner comme ça. Le modèle de tension, c'est-à-dire des films qui se vendent à l'étranger, est en train aussi de s'épuiser. Donc il y a un système qui ne marche pas et finalement on n'a pas réussi à enclencher comme ça un coup ou une envie du public français. Et pourtant les films de genre, les films d'horreur marchent, science-fiction, fantastique, marchent très bien en France, mais dès que c'est pas en français. Donc, où est le rejet, où est le problème la différence culturelle, je ne sais pas, je ne comprends pas bien. Et donc c'est très difficile, donc ceux qui voudraient s'y mettre, bon courage. Alors en même temps on va voir, hein, là j'en ai vu un à Cannes qui était assez génial, grave, donc on va voir ce que ça donne, j'espère que le public sera là. Et puis après il faut penser, si l'histoire est bonne, si l'histoire est vraiment bonne, si elle est vraiment unique et originale, il ne faut pas hésiter à s'imaginer de la faire en anglais parce que c'est plus facile. C'est juste plus facile. C'est plus facile de sortir plus petit partout que gros en France. Merci Alexandre, merci à vous et bon film avec Ernst.